Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel avis lecture sur la chaîne. Et oui, voilà, comme d'habitude, je vais commencer immédiatement pour éviter de perdre trop de temps. Puisque je pense que vous commencez à me connaître. La concision n'est pas nécessairement mon fort. Voilà. Je vais commencer par un ouvrage que je ne pense pas vous avoir présenté, mais comme je n'en suis pas certaine, je vais quand même passer vite dessus. De toute façon, ça a été un abandon. Donc je vais vous parler de Ashwood de C.J. Malarski, qui est proposé, et je pense d'ailleurs que ce n'est pas à tort, qui est vendu, je dirais plutôt, comme un ouvrage très original dans ce qu'il propose. Et en soi, je dois reconnaître que je le rangerai en littérature adolescente young adulte. Il est dans la collection chez Shire, chez les éditions du Chat Noir, c'est la collection ado. Et c'est vrai qu'il est original pour un roman ado. Je suis pas allée jusqu'au bout parce que je ne l'ai pas trouvé... ça m'a pas beaucoup intéressée, voilà. En revanche, le postulat de départ est intéressant, puisqu'on va suivre donc une jeune fille qui se nomme Willow, qui a 16 ans, qui part faire de l'urbex avec son cousin et d'autres personnes pour un shooting photo. Et qui va se retrouver un petit peu poursuivie par des entités étranges après cette escapade. Voilà, donc ce qui était intéressant, je dirais que c'était l'univers qui est très sombre, qui est assez énigmatique, qui interroge, avec ces espèces de figures fantomatiques qui poursuivent Willow comme si une malédiction lui était tombée dessus par mégarde et par malchance. Voilà, donc tout ça c'était très bien exploité, très bien fait. En revanche, je n'ai pas du tout aimé le style. Pas du tout, qui aurait mérité d'avoir un côté beaucoup plus gothique au sens vulgaire du terme, je dirais. Voilà, donc clairement il manquait quelque chose et il n'y a pas pour moi de dimension horrifique dans ce titre. Alors peut-être que je suis maintenant trop âgée et trop désensibilisée pour ressentir quelque chose à la lecture de ce type de titre, mais c'est vrai que je suis restée un petit peu extérieure à cette œuvre et que je n'ai pas ressenti le besoin d'y retourner. Arrivée à la moitié, je me suis dit que je n'allais pas me forcer puisque c'est aussi un de mes engagements en matière de lecture cette année. Je n'ai plus envie de perdre du temps avec des titres qui me plairaient peut-être sur les 15 dernières pages quand il y en a 350 à lire. Voilà. Donc voilà. Pour Ashwood, malheureusement, ça ne l'a pas fait pour moi. Je sais que beaucoup de personnes l'ont apprécié. J'espère que voilà, mon avis ne vous froissera pas pour autant. Mais c'est pas un ouvrage vers lequel je me redirigerai parce que je ne pense pas que ce soit un problème de temporalité. Je ne pense pas l'avoir lu à un mauvais moment. Je pense simplement qu'il n'est plus fait pour moi, tout simplement. J'ai l'impression que j'ai beaucoup dit simplement. Je poursuis avec un ouvrage dont il me semble que je vous ai déjà parlé aussi, mais bon, au cas où, je préfère faire 2 fois les choses qu'une, surtout concernant Lou Luby, que j'apprécie particulièrement. Il s'agit donc de Et à la fin il meurt, la sale vérité sur les contes de fées, publié chez Delcourt. Et alors, pour les enseignants qui me suivent, sachez que je trouve que c'est une petite mine d'or, cet ouvrage. D'une part, parce que les illustrations de Lou Luby sont toujours très expressives, très expansives, très intéressantes, drôles. Pour moi, c'est très complet. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je trouve que c'est toujours très intelligent, c'est aussi toujours très engagé. Et donc elle va reprendre un petit peu l'histoire des contes de fées. Alors non seulement des contes de fées occidentaux que nous connaissons et que nous fréquentons, donc majoritairement on va dire Grimm et Perrault, mais elle va aussi s'orienter vers peut-être des choses qui nous sont un petit peu plus étrangères et aller chercher l'origine de certains contes très très loin. Vous avez notamment quelque chose qui est intéressant, je vous en avais parlé, mais je ne sais plus où je vous ai parlé de cet élément, peut-être en vlog, mais que je n'ai jamais publié ce vlog, quelque chose comme ça. Mais donc il y a aussi une dimension interactive dans cet ouvrage, puisque lorsque vous avez cette petite grenouille qui apparaît sur une page, vous pouvez tout simplement la scanner avec votre téléphone sur l'application de Delcourt, et vous arrivez sur une page, toujours illustrée par Lou Luby, qui vous donne des informations supplémentaires sur ce que vous venez de lire, et je trouve que c'est pas mal. Alors, moi, Lou Luby, j'aime beaucoup ce qu'elle fait de façon générale. Je l'ai découverte avec Goupil ou Face il y a maintenant quelques années. C'est une BD qui m'a beaucoup touchée, qui m'a beaucoup plu, et plus généralement, le personnage de Lou Luby, je la trouve très intéressante, très intelligente. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. Donc, c'était la première chose qui a suscité mon attrait concernant ce titre.
Deuxième chose, les avis plus qu'élogieux qui tombaient à répétition le concernant. Et troisième chose, je dirais que l'objet livre est particulièrement élégant et que ça joue toujours aussi dans l'accélération, je dirais, de ma volonté d'achat. Voilà. Donc, on a toute une dimension, comme je vous le disais, historique, où on reprend donc les contes à la base de ce qu'ils peuvent être. Donc on va parler de Cendrillon, on va parler de la petite sirène, on va parler de Blanche-Neige et les 7 nains, on va parler de Mulan, je crois. Et donc on va toujours revenir à la racine et essayer de comprendre comment le conte a pu évoluer, soit jusqu'au Disney quand il a été adapté, soit jusqu'aux versions les plus tardives qu'on peut avoir du conte. Et c'est très bien fait, c'est très intéressant. Si vous êtes enseignant, sachez que si ce livre est une pépite, c'est parce que, bon, je pense que déjà il est sympathique à faire feuilleter aux élèves, mais il aborde des choses avec beaucoup de second degré. Notamment toutes les... Je vais prendre par exemple l'exemple de La Belle et la Bête, qui donc se cantonne finalement à une morale assez triste quand vous l'abordez avec les élèves, qui est celle de la dominance absolue de la vertu chez la femme, voilà, de cette nécessité de vertu qui fait la pureté de la femme et donc le désir de l'homme pour la femme, bref, quelque chose d'extrêmement misogyne d'une part, mais aussi d'extrêmement réducteur et qui finit par véhiculer le message simple qu'une femme ne peut être heureuse qu'avec un homme vertueux et c'est ce qui peut lui arriver de mieux, voilà, donc quelque chose déjà de très... voilà, très carré, très cantonné, très... Voilà. Donc ça vous permet d'ouvrir très largement la chose et de l'aborder avec beaucoup d'humour et de faire comprendre que ce que vous trouvez dans les livres, ce n'est pas nécessairement vrai, mais aussi que les réécritures, les reprises de certains contes font que leur morale évolue également et qu'elle s'adapte à l'époque. Désolée, je n'avais plus de batterie. Donc je disais que voilà, la réécriture, la morale... Oui, pardon, l'auteur qui se saisit de l'œuvre et qui en réécrit, qui la réécrit, propose en général quelque chose qui est beaucoup plus sujet de parler à un lectorat de son époque. Voilà, donc une remodernisation un petit peu des contes de fées. Donc c'est bien pour aborder toute cette thématique de la réécriture, de l'évolution de la morale, de l'évolution aussi de ce qu'on peut attendre des personnes, et puis aussi pour historiquement dénoncer les injustices et les inégalités qui a pu exister, et les impératifs faits aux femmes pendant des siècles et des siècles. Bref. Pour tout ça, c'était très bien et je vous le recommande vivement. Je vous montre encore peut-être 2-3 dessins. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la partie sur Barbe Bleue. Alors Barbe Bleue, c'est un de mes contes préférés, donc forcément. J'ai été contente de le retrouver ici. Vous avez le petit chaperon rouge aussi. Réponse aussi, voilà. Donc on avait quand même pas mal. Vraiment pas mal. Et toujours, comme je vous le disais, exposé avec beaucoup d'humour, beaucoup de second degré, beaucoup d'intelligence. Je poursuis avec... Alors, allez. C'est le dernier qu'il me reste à vous présenter, de Louise May, Embrun, qui est l'ouvrage que j'ai le moins aimé de l'autrice. Pourtant, alors, je l'avais vraiment... Je m'en étais saisie comme un objet de divertissement pur. Mais alors, vraiment qu'on soit clair, je n'attendais rien d'autre. En tant que tel, je ne vais pas dire qu'il est déceptif, parce qu'il est divertissant. Voilà. La plume n'est pas très intéressante, donc je ne vais pas aborder la question du style. Je suis désolée pour les puristes de la question, mais je n'ai pas grand-chose à dire ici. Pour moi, les faits sont exposés de façon succincte, de façon très claire, hein. Là n'est pas le problème, mais il n'y a pas de variation de style ou d'identité marquée. Donc je ne vais pas épiloguer sur la question, ce serait une perte de temps et ce serait surtout, je pense, chercher quelque chose qui n'est pas présent dans l'ouvrage. Donc dans Embrun, je vais vous lire le résumé. Ils sont beaux, sportifs, complices, mangent local, achètent cher, mais pour durer. Un bon goût à toute épreuve, monsieur et madame Parfait et leurs enfants. Quand les Moreau prennent possession pour le week-end d'une belle maison bretonne sur cette île perdue en forme de haricot, tout annonce des vacances idéales. C'était compté sans la tempête, la disparition de Marion, le sang sur le couteau, et l'étrange collaboration des habitants pour lesquels les Parisiens font par-dessus tout un gibier parfait. Déjà, je tiens à dire quelque chose, le résumé, ce sont les 40 premières pages de l'ouvrage. Déjà, je n'ai pas du tout apprécié ça. Je trouve que c'est mensonger, en fait. Je comprends pas. Enfin, alors, je veux bien qu'on n'en dévoile pas trop sur le livre, mais à ce moment-là, il faut s'abstenir de faire une 4e. Parce que là, vous n'avez pas... Mais
en fait, vous ne connaissez pas les enjeux principaux du texte. Donc vous allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Bref. Bon, ça, c'était mon premier petit... Voilà. Petite chose qui me dérangeait. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on... Je commence par ce qui est bien. On a un basculement de point de vue. Sur les 5, 6, 7, 8, 9 premiers chapitres, vous êtes du point de vue de ces Parisiens qui arrivent donc en région bretonne, qui ont un côté hyper élitiste, hyper snob, qui se sentent supérieurs à tout le monde, et vous êtes de leur point de vue. Donc de leur point de vue, c'est une famille parfaite, et bon, ils sont vraiment allés voir les pécores du coin sur l'île bretonne. Voilà, ça c'est leur point de vue. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent pas tout un tas de choses. On va dire qu'il y a certains éléments du confort quotidien parisien qu'ils n'ont pas. Bref, donc on voit juste ça comme ça. Donc pour nous, évidemment, quand Marion disparaît, donc la fille du ménage, on la cherche et on se demande ce qui a bien pu se passer. Sauf que très rapidement, donc il y a un point de bascule qui nous fait entrevoir donc le point de vue de ces personnes qui vivent sur cette île en fait. Et là pour le coup les choses sont complètement inversées. Donc ça c'était sympa. Il y a une espèce de retournement de situation qui est très bien géré, qui, seul petit défaut, n'est pas très proportionnel dans l'ouvrage, surtout quand on voit où veut en venir l'autrice et quelle est la conclusion de ce titre. Mais sinon, dans l'ensemble, ça c'était bien géré. Après, ce qui était un petit peu plus, je trouve, caricatural, bon, déjà l'histoire en tant que telle, elle est caricaturale, elle est complètement tirée par les cheveux. Alors vraiment complètement tirée par les cheveux. Je pense que ceux qui l'ont lu, vous comprendrez ce que je veux dire, mais quand même, ça ne spoil rien de l'histoire, donc je vais vous le dire. Les membres de cette communauté parviennent à attirer la famille en vacances sur cette île via un mail. C'est-à-dire les spams que vous allez recevoir vous. C'est comme si demain vous tombiez sur un spam qui faisait une offre limitée avec un prix défiant toute concurrence pour un petit cottage au bord de l'Atlantique, voilà. Et que vous cliquiez sur le lien et que vous réserviez. Enfin, je trouve ça assez surprenant. Vraiment, enfin, en tout cas, c'est pas du tout ma façon de consommer mes mails et de choisir mes lieux de vacances. Mais bon, à la rigueur, pourquoi pas. Mais ça, c'est un des éléments qui fait déjà partie de la surenchère. Ça veut dire que, enfin, à mon sens en tout cas, l'histoire repose sur de la surenchère avant même d'avoir débuté. C'est ainsi qu'elle me semble présenter. Et ensuite, c'est que ça. C'est que de la surenchère. Que ça. Beaucoup de violences gratuites que je ne comprends pas. Alors, je peux tout à fait comprendre cette espèce de volonté d'avoir le pouvoir sur quelque chose. Mais alors, c'est pas suffisamment explicite pour qu'on comprenne que l'autrice veut aborder cette thématique. Et en même temps, si ce n'est pas ce qu'elle veut aborder, c'est simplement pervers. Donc, j'ose en déduire voilà, il y avait une volonté de dénoncer ce type de comportement et de volonté d'assouvir ses fantasmes en soumettant complètement quelqu'un de fragile. Mais c'était pas abouti pour moi. Je vais pas épiloguer, j'ai pas grand chose de plus à dire. C'était divertissant par contre, je l'ai lu en un après-midi, je me suis pas arrêtée, voilà, mais ça m'a pas retourné, c'est pas quelque chose qui restera ancré en moi. D'ailleurs, je pense que je pense qu'il il a fait son petit bout de chemin dans ma tête et lentement il s'en va au loin. Voilà. La vie devant soi de Romain Gary. Je me suis engagée cette année à poursuivre ma découverte de Romain Gary parce que La promesse de l'aube avait été une véritable rencontre littéraire pour moi. Je pense qu'il y a eu un avant et un après Romain Gary, un avant et un après La promesse de l'aube et La vie devant soi. Quel bijou, mais quelle merveille! Je trouve que ce livre est formidable. Donc, pour le coup, le style, nous pouvons en parler en long, en large et en travers. La maîtrise du style chez Romain Gary, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. La promesse de l'aube, je dirais que c'est Romain Gary qui parle de lui-même avec beaucoup de cynisme, beaucoup de second degré, beaucoup d'arrogance aussi parfois, et je dirais sans complexe. C'est-à-dire que Romain Gary se présente comme l'acteur principal de sa propre vie, et plus généralement se voit comme l'acteur principal de la vie de chacun. Et ça, c'était magnifiquement maîtrisé, tant par le style que par la façon dont les événements étaient racontés dans La promesse de l'aube. Ici, on a quelque chose de radicalement différent. Déjà, on est du point de vue d'un enfant qui s'appelle Momo, qui a été adopté plus ou moins, donc en tout cas qui est en famille d'accueil chez une dame,
qui s'appelle donc Madame Rosa. Et Madame Rosa, elle accueille tout un tas d'orphelins. Ces orphelins, la plupart du temps, ce sont des enfants de prostituées, dont on ne connaît ni la mère ni le père. Parfois on connaît la mère, parfois on connaît le père. En tout cas, on n'en sait pas beaucoup plus. Et Momo, il voue un amour incroyable à Madame Rosa. Il l'aime d'une force et d'une puissance incroyable. Et Madame Rosa lui cède énormément de choses. Il faut savoir que Madame Rosa, elle a vécu des traumatismes que Momo ne comprend pas, puisqu'elle est survivante des camps de concentration. Et qu'elle a notamment des rituels assez surprenants que Momo ne comprend pas. Elle a une photo d'Hitler cachée sous son lit, qu'elle ressort parfois pour la regarder, pour calmer ses angoisses. Donc il y a des choses très surprenantes comme ça déjà pour un enfant qui ne comprend pas ce qui se passe et qui vont être exploitées par Romain Gary d'une façon brillante, mais avec une intelligence, des éclairs de génie permanents. Voilà, pour moi c'est ça Romain Gary. Donc, alors déjà, d'humanité, je pense que c'est un petit peu c'est le gros, enfin l'un des gros points forts de Romain Gary. L'humanité qui transpire de chaque page de La vie devant soi, c'est incroyable, c'est d'une beauté, c'est... Je pense que je n'ai jamais lu... Je lis beaucoup, depuis des années. Je n'ai rien lu qui ressemble à Romain Gary. Et j'ai beau chercher, je ne vois pas qui fait ça. Déjà parce que je trouve qu'il a une audace. C'est comme si Romain Gary vivait sa vie, mais complètement en second degré permanent. Il arrive à, par exemple, là, je veux dire, la vie de cet homme est un film. Donc ici, vous voyez que La vie devant soi a été publiée sous le pseudonyme de Émile Ajar. C'est qu'il s'agit du second prix Goncourt de Romain Gary, qu'il avait déjà obtenu, donc pour Les racines du ciel. Voilà. Donc déjà, la vie de cet homme est un film et il arrive à retranscrire tout, je dirais, son émerveillement face au réel et en même temps toute sa confrontation à l'insuffisance du réel. Tout ça, c'est dans les pages de Romain Gary. Toute la richesse, toute la subtilité, toute je dirais, les éclairs d'euphorie qu'on peut avoir en même temps que les grands moments de bad, de dépression, de désespoir qu'on peut caresser parfois. Il y a tout ça. Et tout ça d'une façon incroyable. Je me suis emportée, je suis désolée, ça arrive parfois. Il faut que je me canalise. Donc je disais, on suit l'histoire de Momo qui vit chez Madame Rosa avec plusieurs enfants et on va finalement étudier, voir un petit peu la vie de ce quartier dans lequel Momo évolue. On va le voir grandir, on va le voir se confronter à beaucoup de choses, essayer de comprendre le monde dans lequel il évolue, essayer de gagner de l'argent parfois. On va le voir très pur, je pense que c'est le mot qui définit Momo, il est pur, il a des aspirations pures, il veut le bonheur de ceux qu'il aime, il souhaite se sortir de la misère, il souhaite rencontrer ses parents, c'est très beau et c'est si joliment écrit. Je vais vous lire un extrait parce que je pense que ce serait dommage de ne pas le faire, mais vraiment, faites-moi confiance, lisez Romain Gary, voilà. Donc, je vous lis un passage dans lequel Momo vous parle de Madame Rosa. Alors, j'ai pris un passage volontairement au début du livre, mais c'est simplement pour que déjà vous vous familiarisez un petit peu avec le style et que vous puissiez voir la pureté de Momo sur beaucoup de choses. Et parfois, il emploie des mots à des moments un petit peu inopportuns, voilà. À la maison, elle s'est bourrée de tranquillisants et elle a passé la soirée à regarder droit devant elle avec un sourire heureux parce qu'elle ne sentait rien. Jamais elle ne m'en a donné à moi. C'était une femme mieux que personne, et je peux illustrer cet exemple ici même. Si vous prenez Madame Sophie, qui tient aussi un clandé pour enfants de pute rue sur Couf, ou celle qu'on appelle la comtesse parce que c'est une veuve comte à Barbès, eh bien, elles prennent des fois jusqu'à 10 mômes à la journée. Et la première chose qu'elles font, c'est de les bourrer de tranquillisants. Madame Rosa le savait de source sûre par une Portugaise africaine qui se défendait à la truanderie et qui avait retiré son fils de chez la comtesse dans un tel état de tranquillité qu'il ne pouvait pas tenir debout tellement il tombait. Quand on le redressait, il tombait encore, et on pouvait jouer avec ça avec lui pendant des heures. Mais avec Madame Rosa, c'était tout le contraire. Quand on devenait agité ou qu'on avait des mômes à la journée, qui étaient sérieusement perturbés car ça existe, c'est elle qui se bourrait de tranquillisants. Alors là, on pouvait gueuler ou se rentrer dans le chou, ça ne lui arrivait pas à la cheville. C'est moi qui étais obligée de faire régner l'ordre et ça me plaisait bien parce que ça me faisait supérieure.
Madame Rosa était assise dans son fauteuil au milieu, avec une grenouille en laine sur le ventre et une bouillotte à l'intérieur, la tête un peu penchée, et elle nous regardait avec un bon sourire. Parfois même, elle nous faisait un petit bonjour de la main, comme si on était un train qui passait. Dans ces moments-là, il n'y avait rien à en tirer, et c'est moi qui commandais pour empêcher qu'on mette le feu au rideau. C'est la première chose à laquelle on met le feu quand on est jeune. C'est un tout petit exemple, j'aurais pu prendre n'importe quel passage parce que ce livre est un bijou, c'est un immense coup de cœur, je le relirai avec un énorme plaisir. J'ai eu envie de le relire au moment où je l'ai fermé de toute façon. Je trouve que le talent de Romain Gary est incroyable et je ne peux que vous inciter, vous recommander de tout mon cœur de lire Romain Gary parce que c'est incroyable. Je suis désolée, Indy est arrivée comme une fusée. Allez, je poursuis avec 3 lectures qui sont très très bonnes également. Donc Misery de Stephen King, que je devais lire depuis maintenant un bon paquet d'années, que j'ai adoré. Je l'ai adoré, adoré, adoré. Alors c'est une lecture que j'ai effectuée en audio, comme je le fais très souvent avec Stephen King, parce que j'adore qu'on me raconte Stephen King. J'aime beaucoup lire Stephen King, mais l'entendre... je sais pas, entendre ces histoires, qu'on me les raconte, c'est mon moment. C'est vraiment mon moment de plaisir. Je pense que c'est un auteur, c'est un des rares auteurs que je préfère peut-être même en audio qu'en lecture papier. Non pas que je ne parvienne pas à m'immerger pleinement dans ces univers lorsque je les lis, mais je trouve que les histoires de Stephen King se racontent. Ce sont véritablement des histoires, et ce n'est pas pour autant que la rédaction du texte et le style du texte sont mauvais, bien au contraire. Stephen King, je vous en ai déjà parlé des dizaines de fois sur la chaîne, il a des qualités rédactionnelles qui sont indéniables, il a une capacité à décrire, que ce soit les lieux, les émotions des personnages, les rapports entre eux, qui est magistrale. Et je vous l'ai déjà dit, mais je pense que c'est un auteur qui passera très largement la postérité et qui deviendra un auteur absolument classique du genre. Fantastique, d'une part, mais de la littérature contemporaine tout court. Je suis absolument conquise par Misery. J'étais déjà conquise par le film, que j'ai vu une multitude de fois, et le livre. Donc dans ce livre, on suit Paul Sheldon, qui est un auteur à succès avec sa saga Misery, qui est donc une saga qui met, je dirais une romance historique qui met en scène le personnage de Misery, qui va avoir tout un tas de petites histoires d'amour, voilà. Bon. On va dire ce que lui il appelle une littérature à l'eau de rose, c'est littéralement ça. Et Paul Sheldon, il a des fans absolus, majoritairement des femmes d'ailleurs, et donc Annie va le trouver. Je grille des étapes. Paul Sheldon va avoir un accident de voiture lors d'une tempête de neige. Malheureusement, il se retrouve quasiment enseveli sous la neige et, au miracle, croit-il, Annie arrive et le sort de la voiture. Bon, alors, lui, il est très comateux. Et elle l'emporte chez elle. Et Annie est une ancienne infirmière, donc elle répare, entre gros guillemets, la jambe de Paul Sheldon. Elle lui donne des médicaments. Elle le soigne, en gros, si vous voulez. Elle tente de le soigner. Bon, je vais pas vous donner tous les détails si vous ne connaissez pas l'histoire de Misery, mais bon, vous vous doutez bien qu'il y a quelque chose qui va clocher à un moment donné, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Et il s'avère que Annie est une très grande fan de Misery et que Paul Sheldon vient de décider de tuer son héroïne. Voilà. Ça, c'est le scénario de départ. Donc on a une fan inconditionnelle d'un univers littéraire qui va se retrouver en face de l'auteur qui a fait mourir la protagoniste, qui incarne, je dirais, toutes les valeurs de réussite, de bonheur, de beauté, d'esthétique pour Annie. Et ça va être un véritable drame pour elle, d'une part. Et c'est, on le découvre petit à petit, assez rapidement d'ailleurs, mais c'est également une personne qui souffre de problèmes psychiques assez avancés. Et c'est incroyable. Très bon livre, rédigé sous une forme... alors vous avez différents passages, donc vous avez l'histoire en tant que telle qui est donc dans une police d'écriture tout à fait classique, et ensuite vous avez donc toute une partie qui raconte l'histoire de Misery. Donc là vous l'avez façon machine à écrire, en sachant que voilà, il y a quelque chose qui est reproduit, c'est que certaines lettres manquent sur la machine à écrire sur laquelle travaille Paul Sheldon, et donc vous avez la reproduction des lettres qui sont reproduites donc de façon manuscrite. Bref, que ce soit la forme, le style ou l'histoire, Misery c'est incroyable, je vous recommande très vivement d'en faire la lecture, j'ai adoré.
Adoré, adoré, adoré. Et j'aimerais vous en dire plus, mais c'est tellement une œuvre qui... C'est tellement une œuvre populaire, c'est tellement quelque chose qui a marqué, je dirais, que ce soit l'histoire du cinéma comme de la littérature horrifique. Je vais être rapidement à court de mots. Sachez que c'est vraiment d'une qualité incroyable. Pour moi, c'est l'époque du très 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 grand Stephen King, ça. Celui-là. Vraiment. Je pense que c'est un des meilleurs que j'ai pu lire. Alors, je garde mon top de La petite fille qui aimait Tom Gordon parce que, je ne sais pas, il s'est passé quelque chose avec ce livre. Je l'aime d'une façon indescriptible et je ne prétends même pas avoir raison. Je ne prétends pas avoir les arguments rationnels nécessaires pour expliciter pour quelle raison La petite fille qui aimait Tom Gordon est mon ouvrage préféré de Stephen King, au même titre que Marche ou crève qui est à peu près au même niveau. Mais Misery est vraiment très très haut dans le classement, c'est formidable. Et il y a encore 2 livres à vous présenter, et j'ai beaucoup aimé les 2 encore. Donc, alors, sachez que je suis la pire partenaire de lecture commune qui soit dans l'histoire des réseaux sociaux littéraires. Dracula de Bram Stoker que je devais lire avec ma copine. Alors anciennement le Bout d'or de Candy, mais elle a renommé sa chaîne. Je vous mettrai le nom en barre d'informations. Et bon, il s'avère que j'ai été un petit peu dépassée ces derniers temps. La lecture commune, j'avoue que j'y suis même pas revenue. Et je m'en excuse d'ailleurs, je t'ai même pas encore envoyé de message, mais j'ai vraiment... voilà. Je ne suis pas assidue, clairement pas. Dracula de Bram Stoker. Bon, je pense que tout le monde connaît à peu près l'histoire de Dracula. C'est un ouvrage que je fais étudier depuis plusieurs années à mes classes de 4e. Ouvrage qui fonctionne pas mal, alors après je ne le fais pas dans sa version intégrale bien sûr, puisque vous vous doutez que compte tenu de la taille, ce serait assez compliqué de convaincre de lire un ouvrage de 500 pages. Voilà. Donc, eh bien. Je n'avais jamais lu Dracula en intégralité, il me semble. J'ai lu énormément d'extraits, j'ai lu la version raccourcie, j'ai vu le film, enfin j'ai vu divers films et diverses adaptations. Je pense que je n'étais jamais allée au texte dans son intégralité absolue. Et là je l'ai fait et maintenant je comprends en quoi cet ouvrage est considéré comme aussi qualitatif. C'est que Bram Stoker a vraiment un talent incroyable pour décrire, pour créer une atmosphère fantastique dans laquelle on va rentrer très progressivement et de laquelle on ne va pas sortir. Pour créer une... Alors, les personnages sont très souvent en mouvement et on a cette impression de claustrophobie, d'être observé, d'être suivi par une entité du coup qui nous dépasse très largement. Donc voilà, il y a vraiment cette capacité déjà de mettre en place un univers qui est complexe, qui est oppressant, pardon, et qui met très mal à l'aise le lecteur. Doublé, je dirais, d'une plume qui a quelque chose de très gothique, avec des grandes descriptions très élégantes, très belles, qui portent très très bien le récit. Une plume, de même, très élégante. Et une histoire assez glaçante, je dois reconnaître, par moments. Et je dirais que tout est très diffus. Qu'on sème finalement petit à petit les graines qui vont venir germer au cours de l'histoire. Et c'est fait très intelligemment. Donc c'est-à-dire que ce soit le style, la construction ou les capacités à reproduire les émotions et les pensées des personnages, je trouve que tout est très bien maîtrisé par Bram Stoker, ce qui fait que pour moi cet ouvrage est parfaitement réussi. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, on va suivre Jonathan Harker qui va donc partir en Transylvanie, rencontrer le comte Dracula qui souhaite... faire l'acquisition d'une maison en Angleterre et donc c'est Jonathan qui est envoyé en tant que notaire, plus ou moins qu'apprenti notaire auprès de Dracula pour exécuter, je dirais, les dernières modalités d'acquisition voilà, de la maison. Il s'avère qu'arrivé là-bas, Jonathan va se rendre compte qu'il y a tout un folklore autour du personnage de Dracula et plus précisément du château de Bran, enfin l'équivalent du château de Bran en fait, mais il n'est pas nommé comme ça dans le roman. À savoir que voilà, il se serait passé bon nombre de choses assez suspectes autour du conte, dans l'histoire du conte et dans l'histoire du château. Donc on va notamment beaucoup lui tendre des crucifix, lui donner de l'eau bénite, bref, des choses pour se protéger. Alors, Jonathan va pas beaucoup porter attention à l'initiale à
à la démarche des villageois qui vont essayer de le protéger. Arrivé dans le château, petit à petit, il va se mettre à comprendre que, bon, il est peut-être un peu plus le prisonnier que l'hôte déjà du comte Dracula, et se sentir, je dirais, alors épié continuellement. Le comte lui donne des instructions concernant sa vie dans le château qui sont assez surprenantes, notamment l'interdiction de s'endormir ailleurs que dans sa propre chambre, de ne pas quitter, je crois, sa chambre après une certaine heure, enfin bref, quelques mesures, on va dire, préventives. Et surtout, il ne va jamais avoir affaire au comte de journée. Donc il va s'interroger sur ce personnage qui est quand même très énigmatique, jusqu'au jour où, dans un moment qui va s'apparenter un petit peu dans les descriptions qui sont faites, à un moment de transe, Jonathan va voir 3 femmes s'approcher de lui et vouloir le séduire d'une part, mais il va y avoir un rapport beaucoup plus bestial puisqu'il va y avoir la dimension de mordre, de boire le sang, etc. etc. Scène interrompue donc par le comte Dracula, qui va donc jeter un sac contenant une petite créature qui bouge aux 3 femmes qui vont complètement se désintéresser de Jonathan. Et en fait, à partir de cet événement, Jonathan va se poser beaucoup de questions et le ton du récit va devenir celui de l'urgence, puisque Jonathan va comprendre que potentiellement sa vie est en danger. Dans le même temps, nous suivons le journal de Mina, futurement Harker, donc la future épouse de Jonathan, et de Lucy Westenra, qui est la meilleure amie donc de Mina. Bref, donc on va suivre la correspondance entre ces 2 personnages. Donc déjà, Mina va beaucoup s'inquiéter de ne pas avoir de nouvelles de Jonathan pendant un temps. Ensuite, elle va finir par en avoir. Et ce qui va devenir inquiétant, ça va beaucoup plus être la situation de Lucy, qui va avoir la santé qui décline extrêmement vite et de façon très surprenante. C'est ce qui va faire que donc l'un de ses camarades anciens prétendants va faire appel au docteur Van Helsing, qui est donc spécialiste des maladies, je dirais, très marginales et qu'on observe finalement assez peu, qui va essayer de venir en aide à lui. Voilà. Donc là, vous avez un petit peu tous les éléments de base. Bien évidemment, le récit s'articule sur bien plus d'événements, mais voilà, vous avez la majorité des protagonistes qui sont à peu près présentés ici. Et je dirais que y a une grosse dominante. Il faut savoir quand on lit ce titre que on parle beaucoup de religion, on parle beaucoup de spiritualité, on parle beaucoup de Dieu. D'ailleurs, les personnages s'en remettent très souvent à Dieu. On a cette fameuse confrontation entre l'idée du bien absolu et du mal absolu. Dracula incarne donc le mal absolu, en ce sens qu'il n'a plus rien d'humain, puisqu'il est tout à la fois immortel, surpuissant, manipulateur, il ne peut pas ressentir de sentiments, bref. Donc on va vraiment avoir cette opposition originelle entre le bien et le mal. Donc on reprend vraiment, je dirais, les fondements de l'humanité dans ce titre, avec un point de vue très religieux, qui est parfois, je dirais même... un petit peu moins explicite que ce à quoi on s'attendrait, parce que le mal peut revêtir bien des formes et notamment se présenter sous l'aspect de dilemme, par exemple, donc de choix que vont devoir faire les protagonistes et qui vont aller souvent parfois au détriment, à l'encontre de leur volonté profonde et de leurs sentiments profonds. Voilà, donc c'est un ouvrage très intéressant, vraiment très belle lecture. Je termine avec Lettre à D d'André Gorz, dont je vous ai déjà parlé, me semble-t-il, mais je n'en suis pas certaine, donc encore une fois, je préfère revenir sur la question plutôt que de passer à autre chose, alors que c'est une lecture qui m'a vraiment beaucoup touchée. Cet ouvrage, il est écrit, donc, c'est une lettre véritablement écrite par André Gorz, qui est un philosophe du XXe siècle, oui, du XXe siècle, français. Alors il a notamment beaucoup travaillé sur le travail, sur la perception du travail, sur la politique. C'était vraiment un théoricien, un philosophe du travail. Rien à voir ici. On n'est pas du tout dans la classe philosophique de ces ouvrages. D'ailleurs, je tiens à dire que je n'ai jamais lu André Gorz pour sa philosophie et que durant toutes mes études de philosophie, je n'avais jamais entendu parler de lui. Cet ouvrage, je l'ai lu dans le cadre, donc, vous le savez, j'avais présenté une palle sur la chaîne où je devais lire un certain nombre de coups de cœur des youtubeurs et de booktubeurs, et j'avais choisi ce titre. Il me semble qu'il avait été présenté par Paper Palace. Bref.
J'ai adoré cette lecture. Déjà, le style est incroyable. Il est vraiment magnifique. Et il me semble que je vous ai déjà fait la lecture d'un passage. Donc c'est pour ça que je suis assez surprise de le retrouver dans la liste des livres que je dois chroniquer. Mais apparemment, je ne l'ai pas chroniqué. Donc ce livre, il paraît en 2006. C'est une lettre d'amour à sa femme qui souffre d'une maladie dégénérative. Et un an plus tard, donc un an après la publication de ce titre, André Gorz se donnera la mort aux côtés de sa femme à l'âge de 84 ans. Voilà. Donc cet ouvrage, quand on le prend dans son contexte et qu'on saisit ce qu'il peut représenter, je le trouve d'une part extrêmement émouvant. Et je trouve que c'est un témoignage d'une puissance remarquable. C'est un ouvrage intelligent, dans le sens où André Gorz va véritablement réfléchir sur la relation qu'il a avec sa femme. C'est aussi une déclaration d'amour immense, magnifique, très belle, très poétique. Et c'est aussi le retour d'un homme sur la totalité de son œuvre littéraire, qui parfois ne rendait pas forcément justice à la personne qu'il a le plus souvent accompagnée, aidée et soutenue, mais qui bien plus la décrivait comme un personnage absent, fade et assez, je dirais, qui jouait un second rôle dans son existence. Et ce qui est très beau dans ce titre, c'est que André Gorz revient là-dessus, sur cette... je dirais, romantisation qu'il avait de la notion de l'amour, sur tout ce qu'il avait pu transposer de mystique sur le sentiment amoureux, et annonce que finalement la seule forme d'amour qu'il reconnaît véritablement au moment donc de son grand âge, c'est l'amour qu'il a éprouvé pour sa femme, à savoir un amour équilibré, un amour d'aide, un amour de soutien. Et c'est très beau. Je pense notamment à un passage qui m'a bouleversée, que j'ai surligné, que je vais vous lire, qui je trouve illustre très bien l'intelligence d'André Gorz dans ce titre, qui je trouve illustre très bien également l'amour qu'il peut porter à sa femme. Et voilà, je voulais simplement vous en faire la lecture. Je prétends parler de toi comme de la seule femme que j'ai aimée d'amour et de notre union comme de la décision la plus importante de nos deux vies. Mais de toute évidence, cette histoire ne me captive pas, ni les 7 ans qui, au moment où j'écrivais Le Traître, se sont écoulés depuis cette décision. Être passionnément amoureux pour la première fois, être aimé en retour, c'était apparemment trop banal, trop privé, trop commun. Ce n'était pas une matière propre à me faire accéder à l'universel. Un amour naufragé, impossible, ça fait au contraire de la noble littérature. Je suis à l'aise dans l'esthétique de l'échec et de l'anéantissement, non dans celle de la réussite et de l'affirmation. Il faut que je m'élève au-dessus de moi et de toi, à nos dépens, à tes dépens, par des considérations qui dépassent nos personnes singulières. Voilà. Donc c'est très beau, puisque ce passage est suivi d'un autre passage où André Gorz s'excuse presque d'avoir présenté sa femme comme un personnage, comme je vous le disais, qui endossait presque un second rôle dans son existence, derrière, je dirais, les élucubrations de son esprit, qui cristallisait des choses qui étaient complètement virtuelles et qui étaient seulement de l'ordre de l'amour littéraire. Voilà. C'est très beau. C'est très touchant. C'est un ouvrage que je vous recommande de même autant que je peux. Voilà, je vous en parlerai autant que je peux. Très gros coup de cœur aussi. Pour tout ce qu'il représente à la fois dans la littérature, mais aussi dans la vie humaine, simplement. Je trouve que c'est beau, tout simplement. C'est beau, c'est triste, mais c'est beau. Et c'est bref. Donc si vous êtes effrayé par le fait de ne potentiellement pas apprécier ce type de texte, sachez que sa brièveté, en tout cas, sa longueur ne sera pas un frein à sa découverte. Voilà, je vous ai une nouvelle fois beaucoup parlé, je suis désolée pour ces avis de lecture qui s'éternisent, puisque, encore une fois, si vous me suivez depuis un petit moment, vous savez, j'ai beaucoup de mal à me canaliser lorsque je vous parle d'ouvrage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, je vous le dis à chaque fois, mais si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce sous la vidéo et un commentaire pour me donner vos avis sur ces différents livres ou m'indiquer ce que vous souhaitez lire à l'avenir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. Je vous dis à bientôt.